Viris. Voilà, donc qui sont les deux exemples, U-Square et le champ d'écaille avec l'étude Saul. Alors, le premier chapitre, donc le cadre, de quel logement parlons-nous, de quelle agriculture urbaine parlons-nous? Donc, ce webinaire interroge la place de l'agriculture urbaine dans le développement récent des villes, en complémentarité avec le logement, et spécifiquement donc pour Bruxelles. Alors, le logement, c'est le logement urbain, bien entendu, avec à la fois le bâti existant, le logement existant ou le logement à construire, à produire, plutôt des grands ensembles que des ensembles détaillés, bien entendu, puisque c'est là que se pose la question de la fabrication de la ville avec les différentes tensions que cela peut contenir. Et nous allons à la fois travailler à l'échelle d'un quartier comme à l'échelle d'un site. L'agriculture, évidemment, vous avez déjà eu à travers les différents webinaires ce qui différencie l'agriculture urbaine de l'agriculture traditionnelle avec toute sa déclinaison de typologie de production, à la fois maraîchage, arboricole, petit élevage. Donc, on a vraiment une très grande diversité et en fait aussi tout le cycle des fonctions alimentaires et fonctions sociales et culturelles qui y sont liées avec évidemment le focus développement durable qui distingue l'agriculture urbaine de l'agriculture conventionnelle. Donc ici, ce sera plutôt une question liée à la pleine terre et à l'occupation des sols. Alors le contexte général, c'est évidemment une évolution constante de la ville et des attentes qui ne vont pas faiblir. Donc, on se retrouve dans différentes villes avec les mêmes densités de construction, puisque l'accroissement des villes éloigne la nature des citadins et éloigne la production agricole des citadins. Et ces citadins ont de plus en plus besoin de retrouver cette nature en ville et de répondre aussi à des questions de société. L'agriculture urbaine permet de répondre à ces questions de société où nous perdons petit à petit le contrôle de nos consommations et une perte de confiance dans ce que l'on mange. Alors, effectivement, donc ces attentes, elles sont en croissance et si l'on observe ce qui se passe dans différentes villes du monde entier, petit à petit, depuis 20 ans, toute une série de projets ponctuels d'agriculture s'installent en ville avec ces questions de nourrir la ville, souvent par ses habitants mêmes, et les mouvements citoyens ont été extrêmement importants dans ce développement, que ce soit des initiatives personnelles ou des initiatives collectives, avec petit à petit les professionnels qui sont souvent les limaculteurs, vous en avez déjà parlé beaucoup dans les webinaires précédents. Et ces projets ponctuels, depuis 20 ans, sont de plus en plus intéressants, de plus en plus complexes, de plus en plus exemplaires. Ils sont variés, diversifiés. Ils travaillent sur à la fois des friches, des bâtiments à recycler, toujours en proximité donc de quartiers habités. Alors, ces projets, ils se développent de ville en ville. On peut passer la suivante. C'est le cas dans pratiquement tous les continents développés, donc en Amérique, en Asie et en Europe, bien entendu. Les pays européens sont pour beaucoup à la pointe, avec par exemple l'Italie qui développe énormément de projets et évidemment portés par leur mouvement Slow Food, en refusant aussi la malbouffe et l'industrialisation de la nourriture. Et par exemple, si on prend la ville de Bologne, Bologne recense
plus de 160 jardins communautaires partagés, que ce soit dans les parcs associés à des projets sociaux ou à des cités de logement. Donc, une diversité extrêmement importante de ces jardins partagés, et met en place aussi un design pour accompagner de nouveaux projets, avec notamment l'idée de fabriquer des petits bâtiments d'équipement agricoles qui sont des petits services, soit des lieux de serre, soit des haltes, soit des rangements. Et donc, il y a vraiment une action extrêmement intéressante. Donc, on passe de projets ponctuels à maintenant des projets beaucoup plus intégrés dans les programmes politiques et dans les actions administratives et communales et de pouvoirs locaux. La suivante. Voilà, avec des villes qui se disent villes comestibles. Évidemment, le mouvement de transition en Angleterre n'est pas innocent derrière tout ça, mais il n'y a pas que l'Angleterre qui a lancé Edible City, c'est aussi le cas de différentes villes en Allemagne, comme Andernach, qui a commencé déjà il y a une vingtaine d'années à rendre tous les espaces publics de cette ville comestibles et cultivés par les citoyens, ou le cas de la ville de Grande-Synthe, qui est une ville avec beaucoup de logements sociaux près de Dunkerque, où l'idée est aussi de véritablement à la fois rendre le service social et le service nourricier, et donc de faire appel à toutes les qualités de l'agriculture urbaine. Alors, pour donner encore un autre cas très exemplaire aussi, c'est toute la stratégie que mène actuellement Paris, avec un développement qui est basé sur l'alimentation de la ville, qui renoue avec leur passé des maraîchers de Paris, qui avaient une chaîne alimentaire autour de Paris d'une très très haute technologie agricole qui permettait de nourrir la population pratiquement entière au 19e siècle, avec ce qui est devenu pratiquement les bases de la permaculture. Mais Paris renoue avec cette histoire en décidant de reconscientiser toute la région francilienne et de retrouver une économie locale qu'ils appellent Agri-Paris, et qui se met en place en 2022, avec comme aussi autres intentions de retrouver en 2026 100% d'alimentation bio ou durable dans toutes les restaurations collectives parisiennes. Et pour cela, la politique qui est menée est une politique transversale qui amène à la fois à préserver les terres agricoles, renforcer les liens et anticiper les risques. Donc là, ici, le développement alimentaire est vu véritablement comme une stratégie de résilience, ce qui est une des fonctions importantes de l'agriculture. Alors, qu'en est-il à Bruxelles ? À Bruxelles, on a aussi depuis maintenant une vingtaine d'années des projets d'agriculture urbaine qui pointent leur nez. Je me rappelle par exemple dans les premiers contrats de quartier, le projet Palais Outrepont, le projet Albert Street, qui était un potager pédagogique, citoyen, collectif mis sur pied vers 2004. Et puis, petit à petit, la constitution d'un mouvement de fond porté aussi par les ASBL, notamment le début des haricots, avec le travail que nous avions mené avec Bruxelles Environnement des quartiers durables citoyens, qui a très rapidement vu naître toute une série de jardins collectifs, de vergers et de projets liés à l'agriculture urbaine, alors qu'on n'employait pas encore ce terme. Mais il avait déjà montré toutes les qualités sociales et complémentaires à la fonction purement nourricière à travers ces actions collectives. Alors, bien entendu, les projets ponctuels maintenant font la place à une programmation plus ambitieuse avec le programme Good Food. Alors, un exemple du développement rapide de l'agriculture urbaine entre 2012 et 2020, puisqu'on est sur une phase vraiment de développement
très, très intense pour le moment. En 2012, par exemple, la ferme du Champ des Cailles est un petit collectif porté par le début des haricots qui permet de recycler une friche qui vient d'être délaissée par un agriculteur à Boisfort. Alors, on a un groupe qui se forme avec une quarantaine de personnes qui seront les mangeurs et quelques personnes qui sont, je dirais, déjà prémices de nimaculteurs. Et ce site est déjà consacré à 4 typologies agricoles, le maraîchage, le bercail, un jardin collectif citoyen et aussi se greffe un projet de quartier durable citoyen avec Bruxelles Environnement sur le thème de l'alimentation. Donc en 2012, on a plus ou moins 40 personnes qui gravitent autour du site, alors qu'en 2019, maintenant en 2021, on nourrit plus ou moins 500 personnes. Il y a un pôle emploi très, très important avec une dizaine d'emplois et plus des temporaires en été. Et on a 2 structures qui se sont mises en place, la SBL et la coopérative. On a des sites qui commencent à essaimer dans le quartier, notamment avec les brebis et avec aussi un site complémentaire en dehors de Bruxelles. Donc, il y a véritablement un essaimage qui se passe et les productions sont de plus en plus importantes avec un aura extrêmement grand en termes de connaissances, de diffusion. Donc, c'est pour dire qu'un projet à l'origine de petite échelle peut évidemment se développer, toucher rapidement la population, vu toutes les qualités et les qualités collectives qu'amène ce type de choses. Alors, ces relations ville-agriculture urbaine, ville-campagne ne sont pas nouvelles. Et pour rappel, un petit morceau d'histoire, les relations ne sont pas celles qu'on connaît du fonctionnalisme, la ville à l'intérieur de ses murs et la campagne à l'extérieur, bien que évidemment ce soit une image assez tenace, mais les villes se sont elles-mêmes constituées sur le cheminement des denrées alimentaires et ont laissé véritablement des couloirs. Tu peux passer la suivante, d'alimentation qui sont les cheminements des axes économiques. Et l'odonymie, notamment à Bruxelles, révèle extrêmement bien l'importance de l'alimentation dans ces cheminements, puisque tous nos marchés à Bruxelles, marché aux herbes, marché au poulet, ont encore leur nom d'alimentation, en fait, plus que d'autres denrées. Et il y a évidemment l'acheminement des voies sèches, mais aussi l'acheminement des voies maritimes. Mais si l'on regarde attentivement ce plan de Blaeu en 1649, on voit que tout le sud de la ville ici, qui est proche de la campagne, enfin c'est pas le sud, c'est l'est ici, est aussi en fait un lieu de culture avec tous les jardins potagers, notamment de toutes les propriétés religieuses. Sur la partie droite de l'image, vous avez toute une série de détails en petits carrés avec voilà, la partie qui est contre la muraille. Sur la partie gauche de l'image, vous avez le béguinage avec son jardin clos également. Et il faut dire qu'il y avait une certaine résilience de ces communautés à compter sur leur propre production, mais les surplus allaient également au marché de la ville. Alors, ces productions internes, elles ont continué sous différentes formes urbaines. Il y avait encore, lors de l'extension des villes, toute une série de petites fermes et de petits producteurs qui ont été intégrés dans les tissus urbains. On en a encore jusqu'à à peu près à la Deuxième Guerre mondiale, toute une série autour de Bruxelles qui fonctionnait. On prend par exemple la ferme d'Unbels à Nederwermbeek qui produit des pommes de terre
jusqu'aux années 80. Plus récemment, la ferme Hochstein aux Avellenberg était aussi une production jusque dans les années 2000, puisque le fermier est mort il n'y a pas très longtemps. Donc, ces petites productions disparaissent maintenant de manière un peu plus intensive sous la pression immobilière et le fait que la limite de Bruxelles est clôturée, enfin est fermée. Et donc, il est un enjeu important d'en tirer, je dirais, des avantages, de pouvoir éventuellement utiliser cet héritage pour les politiques à venir. Le dernier cas de figure du développement urbain qui allie le nourricier et le logement, c'est bien entendu la cité-jardin. Et la cité-jardin, c'est peut-être le seul modèle idéal de la ville qui concilie ces fonctions, puisque l'idée, c'était de pouvoir résoudre la problématique des villes industrielles extrêmement dures et cruelles en Angleterre pour les ouvriers, en ayant véritablement une ville idéale qui se développerait en petits noyaux, qui elle-même était entourée de champs. Donc, les cités-jardins étaient plutôt des gros villages, avec les différentes fonctions réunies à toutes sortes d'échelles. Donc, on construisait des maisons avec des jardins cultivables et en même temps des espaces collectifs qui puissent être cultivés de manière collective. Et en même temps, en dehors de ces noyaux, l'idée était d'avoir des champs qui puissent produire de manière plus extensive selon les besoins non rencontrés au sein de la cité-jardin. Alors, cette cité-jardin, elle développe aussi un élément extrêmement important actuellement, c'est qu'elle repose sur une certaine vision sociale et démocratique. C'est pour ça que les maisons sont identiques, mais en même temps, elles doivent amener un élément de plaisir, de bonheur qui est celui qui est créé par le paysage. Et dans ce paysage, une part importante est consacrée à l'arboriculture nourricière et notamment avec un certain nombre d'arbres fruitiers. Alors, voilà, donc petit parcours historique. Donc, les cités-jardins créées avant 1900 en Angleterre arrivent chez nous avec la reconstruction après la guerre 14-18 et dans une vision idéaliste. Nous allons revenir là-dessus un petit peu plus loin. L'agriculture urbaine étant donc une fonction en renaissance en ville, comment impulser cette complémentarité avec le logement alors que dans, je dirais, la tradition fonctionnaliste, l'agriculture se trouve en dehors de la ville et non plus à consommer l'espace dans la densité urbaine. Donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est à la fois une certaine forme de renaissance de ces sols agricoles qui étaient toujours en fonction de manière interstitielle et en même temps un besoin qui pousse, je dirais, le programme d'un nouveau développement avec différents acteurs. Alors, on se trouve effectivement, je dirais, dans une redéfinition utile à Bruxelles des différentes fonctions et de l'équilibre de ces fonctions. Donc, on en a déjà parlé dans les webinaires précédents, puisque l'idée, c'est de revoir aussi comment, je dirais, définir les outils urbanistiques comme le PRAS ou d'autres outils qui permettraient de réintégrer cette agriculture en ville. Nous avons donc dans les cas de figure, la question des cités-jardins qui, par le fait que c'était un programme déjà ancré historiquement
de rendre compatible le logement et l'agriculture urbaine, incite notamment les collectifs d'habitants et les gestionnaires à réintroduire, à réenchanter cette fonction, notamment parce que les espaces sont là, ils sont disponibles et donc il y a déjà un accès à la terre qui est plus facile. C'est le cas, par exemple, ici du potager des Bonnes Mères à la Cité-Jardin Forêt Vert et qui est un des premiers projets des quartiers durables citoyens. Pour la Cité-Jardin, le logis Floréal, nous avons un cas de figure où ce n'est pas, donc la dia suivante, ce n'est pas le collectif citoyen, c'est le gestionnaire, donc c'est la CISP, le logis Floréal, qui a pensé réinstaller en 2016 la cueillette collective des fruitiers. Donc, il y avait toute une série d'arbres fruitiers au départ dans cette cité-jardin dessinée par le paysagiste Louis van der Swalmen et pour lequel une bonne quantité d'arbres avaient été remplacés par des arbres décoratifs, dont les fameux cerisiers du Japon qui sont magnifiques à la saison des fleurs en mai, mais qui ne produisent pas de cerises consommables. Donc, par contre, il restait toute une série de petits vergers, ce que nous avons inventorié en rose sur le plan qui est à droite et qui a été donc l'objet d'un petit travail d'identification que nous avons demandé à Jean Blou et qui nous a indiqué ce qu'il y avait comme essence fruitière encore dans ces vergers. Malheureusement, il ne reste pratiquement plus que des pommes Belle de Boskop, et c'est-à-dire que en fait toute la diversité d'origine de ces fruitiers, puisqu'on avait quand même pas uniquement des pommes, mais aussi des poires, des prunes, des abricots, enfin toute une série des cerisiers, toute une série de fruits divers, et en même temps au sein des pommes, plusieurs variétés. Et donc, un projet maintenant en cours est de remettre une diversité dans les vergers collectifs, mais aussi de proposer aux habitants qui ont, disons, des arbres qu'ils devraient éliminer, notamment tous les petits sapins de Noël, de les remplacer par des arbres fruitiers. Et la CISP propose de venir planter des nouveaux fruitiers chez les différents habitants de la cité. Donc, on a vraiment un travail très intéressant en multi-échelle sur ce thème de la régénérescence du comestible fruitier. Alors, un autre cas de figure, donc c'est plutôt ici une nouvelle programmation. Donc, c'est une programmation à l'échelle d'un site. Ce site est un site en reconversion complète, puisque ce sont les casernes de gendarmerie sur le boulevard Général Jacques, qu'on a appelé U Square et qui est maintenant occupé en CU. Ce site a été, je veux dire, consacré par les universités ULB, VUB à un thème de logement universitaire, services et pour lequel la Société bruxelloise d'investissement d'urbanisme permet de, je dirais, ouvrir une thématique de développement, et cette thématique de développement est celle de l'alimentation, de l'agriculture urbaine, pour faire un grand centre modèle sur ce thème. Alors, l'idée de la programmation alimentaire que nous avons produite à l'ERU était de travailler à toutes les échelles de ce site. D'abord, de valoriser l'existant avec une halle qui était l'ancien manège de gendarmerie et qui pourrait être converti en halle alimentaire, donc un bâtiment très emblématique au centre du site.
Et puis aussi des espaces libres qui étaient potentiellement des jardins avec un espace arboricole et des espaces vierges, une place et des ruelles entre toute une série de bâtiments, dont une partie serait conservée et développée et une partie reconstruite en logement. Alors, le travail de programmation a été scandé entre 4 pistes: consolider les niches, c'est-à-dire partir de l'existant et de ce qu'on pouvait développer, favoriser le circuit court, et ça c'est au départ aussi de cette halle alimentaire, mais aussi des différents rez-de-chaussée à aménager complémentairement sur le thème commerce de l'alimentation, et introduire une ramification dans toute la cité de tout ce qui pouvait être utilisé comme espace interstitiel, et enfin de faire des poches d'habitat, des bâtiments avec une occupation à la fois des toitures ou autres pistes pour avoir la fonction alimentaire dans le logement. Voilà. Donc, on a montré toutes les capacités d'un site urbain très dense pour traiter tous ces thèmes de l'alimentation et détailler par fiche tout ce qui était possible d'expliquer au niveau technique et au niveau de la production, de la mise en route de ces propositions, en détaillant évidemment la manière dont on pouvait avoir les acteurs pertinents pour chacune des fiches et la procédure de gestion, de mise en œuvre de ces différentes actions. Un petit cas de figure que je vous ai sélectionné, parce qu'évidemment, c'est un travail qui est beaucoup plus complexe que la petite explication que je peux vous faire. C'est par exemple sur le thème du logement, de voir comment on pouvait consacrer l'utilisation de terrasses entre deux logements et qui puissent être aussi partagées par la proximité entre voisins, et d'intégrer dans une terrasse des petites serres de production, donc un peu sur l'idée que Aïssam a développée tantôt. Ici, on a mis une petite serre contre un mitoyen qui pourrait ressembler à la serre en demi-chapelle qui a été évoquée par Aïssam. Alors, l'idée, c'est d'avoir ce programme dans l'aménagement maintenant qui démarre du site, mais en même temps, il y a une occupation temporaire du site qui a confirmé cette orientation alimentaire avec toute une série d'ASBL liées au thème, avec aussi la mise en place de l'activité petite restauration. Je passe à l'autre cas de figure. Voilà, donc l'autre cas de figure pour lequel nous avons travaillé pendant 3 ans en partenariat avec le LOCI, l'agence Alter, pour le compte de la ferme du Champ d'Écailles qui a monté ce partenariat dans le cadre d'un appel Innoviris qui était lié en 2014 au thème de l'alimentation. Alors, le montage de ce projet n'a pas été très facile, n'a pas été simple, et le projet a démarré en fait en 2017 et avec le Logis Floréal comme partenaire supplémentaire non financé. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la question du plan logement communal qui était devenu un plan de logement régional, de construire sur le Champ d'Écailles environ 70 logements dans le cadre d'un plan logement
sur tout le quartier Archiduc, donc près du rond-point des Archiducs à Boitsfort, et qui totalisait environ 250 logements dans le quartier, à mettre en route avec l'appui du Fonds du logement et de la Société de développement SLRB, et évidemment en grande partie sur les territoires de la CIS de Logis Floréal, puisqu'on se trouve dans la cité jardin de Logis Floréal. Alors, la question que posait la ferme du Champ d'Écailles, donc les maraîchers qui occupaient le champ depuis 2012, était de dire, faut-il vraiment construire 70 logements sur le champ? Quels seront les impacts que cela pourrait apporter, et quelles sont des solutions alternatives? Comment construire que construire? Donc, on a un territoire qui est entièrement, le plateau de Boitsfort, entièrement pourvu d'espaces disponibles, puisque la cité-jardin amène quand même beaucoup d'espaces interstitiels, beaucoup de projets qui sont autour de toute cette... de tout ce rond-point archiduc avec des friches arborées un petit peu partout, et beaucoup d'immeubles vides au Floréal. Donc, c'est un contexte très spécifique et un contexte intéressant parce que la cité-jardin elle-même offre beaucoup d'opportunités à réveiller dans l'histoire. Et première chose que nous avons faite avec le consortium, c'est consulter tous les acteurs et changer d'échelle. Plutôt que de se questionner sur la construction proprement dite sur le Champ d'Écailles, c'était de voir comment on pouvait réinstaller une réflexion à l'échelle du quartier. Alors, évidemment, avec les acteurs, nous voulions voir quel était le lien nourricier entre le champ et l'ensemble des habitants du quartier, quels étaient les besoins nourriciers du quartier, quels étaient les autres besoins, puisque le plan logement communal avait déjà établi l'idée de faire un quartier durable et donc un quartier équipé pour ne pas avoir ce qui est une tendance habituelle dans les cités-jardins, un quartier dortoir avec énormément de déplacements vers l'extérieur pour aller vers les grandes surfaces, par exemple, chercher les denrées. Alors, nous avons identifié d'abord qui étaient les mangeurs du Champ d'Écailles, donc autour de 2017. Et vous avez donc cette carte qui montre qu'il y a quand même une relation très locale avec le champ. Ce sont principalement donc, les gens qui sont dans la cité-jardin qui bénéficient de ces produits, donc qui sont à distance réduite. Beaucoup viennent à vélo quand ils ne viennent pas à pied. On a interrogé aussi le système de production qui était un système très intéressant d'autocueillette avec un abonnement annuel, mais qui posait quand même une certaine question pour des questions de prix démocratique par rapport aux habitants. Et donc, l'idée était de renforcer le lien entre les habitants de la cité-jardin et les productions sur le champ, et de plutôt ne pas encourager les nouveaux abonnements de personnes qui habitaient trop loin du quartier. Donc, il y a eu vraiment une politique d'abonnement qui a été menée par les maraîchers. Et suite à cette enquête alimentaire dans le quartier qui a aussi interrogé les gens pour savoir où ils allaient faire leurs courses, et surtout ceux qui n'avaient pas accès aux productions du champ. Alors, il faut dire que l'évolution du quartier devait pouvoir accueillir à terme, avec le plan logement, plus de 400 nouvelles familles, et des nouvelles familles qui pouvaient trouver avec les différents services autres que nourriciers de l'agriculture urbaine,
beaucoup d'avantages, et notamment une place publique avec un soutien culturel et en même temps un lieu de loisirs, de nature en ville, de biodiversité, une qualité paysagère tout à fait intéressante, et en même temps un pôle pédagogique développé petit à petit par les citoyens du jardin collectif qui travaillent avec les écoles voisines et qui donc ont le plaisir d'expliquer aux enfants comment nous nous nourrissons, comment la nature évolue, et qui permet vraiment d'inclure par ce biais des enfants les familles dans une dynamique de cohésion sociale très, très importante au sein de la Cité Jardin, puisque cette Cité Jardin accueille du logement social et petit à petit voit un public fragilisé accroître, et cela en raison des nouvelles lois de logement, des logements sociaux. Alors, le travail de symbiose entre l'agriculture urbaine et le logement, nous l'avons ouvert, je prends la dia suivante, nous l'avons ouvert par l'étude de différentes hypothèses, 3 hypothèses principales. On construit le logement sur le champ, quel logement, en quelle quantité, qui est un logement étudié par rapport aux besoins de la CISP, le logis Floréal et du quartier, après avoir constaté qu'il y avait quand même un nombre important de logements vides, mais aussi un nombre important de logements surdimensionnés. Donc, on appelle ces logements suradaptés, parce que en fait, les ménages vieillissants deviennent moins nombreux et restent dans des logements qui sont faits pour des familles avec plusieurs chambres à coucher. L'idée, c'est que les sociétés de logement doivent produire pour la région des plans de mutation pour pouvoir bénéficier de ces logements de grande taille. On propose aux habitants de trouver un plus petit logement, mais c'est une politique qui est assez difficile à mettre en place, et particulièrement au logis Floréal parce qu'il manque de petits logements. Donc, l'essentiel du parc immobilier sont des maisons unifamiliales, enfin c'est la plus grande partie, et donc quand on veut proposer à quelqu'un qui reste habité seul dans une grande maison, on n'a pas vraiment le choix de petits logements, et pour le moment, la réglementation du logement social ne favorise pas la construction de petits logements. Donc, il y a un hiatus dans cette politique que l'on pourrait corriger spécifiquement pour développer plutôt des petits logements à bois fort, ou en tout cas une certaine quantité de petits logements qui favoriseraient ce plan de mutation. Alors, des logements sur un site où s'active déjà l'agriculture urbaine, cela veut dire qu'il y a toute une série d'inconvénients par rapport à la construction. Donc, ça, c'est la dia suivante. Puisque faire des fondations, c'est déplacer des terres. Un chantier, c'est quelque chose qui je dirais, est beaucoup plus large que l'implantation précise des bâtiments. Et donc, la question qui était posée, c'était comment réduire l'impact sur le déplacement de ces terres et sur l'espace nécessaire pour construire, peut-être alors avec des systèmes constructifs adaptés, qui seraient un système de construction, par exemple sur pilotis, qui pourrait être l'occasion de fondations beaucoup moins intrusives sur pieux, et un système constructif préfabriqué ou un système constructif ossature bois qui réduit quand même assez fort les impacts de poussière et de bruit et de durée de chantier. Voilà, ça c'était une piste
typologie de construction. Alors, une autre hypothèse, c'était, alors à l'échelle territoriale, on ne construit pas directement sur le champ, mais on construit les logements autour du champ et on réfléchit aussi aux autres fonctions complémentaires au logement, avec l'intention de renforcer aussi le paysage, puisque la cité-jardin, elle propose un développement paysager très riche. Alors, le programme de départ du plan logement avait été directement complété par la commune et les CISP en 2016, donc quelques années après la production du plan logement, vu le développement du maraîchage. Il y avait eu, pour délester de ces 70 logements sur le champ une grande partie, 2 sites alternatifs qui ont été proposés et qui permettent de réduire le programme de 70 logements à environ la moitié. L'idée de construire autour du champ, c'était de chercher d'autres sites alternatifs pour ne pas devoir impacter les terres fertiles. Et nous proposons alors, après avoir fait une observation de toute une série de niches encore disponibles dans la cité, de construire la typologie de blocs d'habitation des années 70 qui avait été construite par le fils de l'architecte qui a été l'auteur principal des maisons dans les années 20, donc John Egerix. Et ce sont des bâtiments moins hauts qui ne sont pas protégés parce que le reste de la cité-jardin est protégé et qui permettent de mettre de 2 à 4 logements en léger retrait sur les toitures. Et donc, ce programme de 70 logements est redistribué dans le quartier et donc la conciliation entre construction et agriculture urbaine peut se faire par une dissémination dans l'ensemble du quartier. La troisième hypothèse, plutôt que de ne pas construire ou construire du logement, c'était de réfléchir à un projet mixte qu'on construirait sur le champ. Et là, très rapidement, évidemment, la question du maraîchage demande un minimum de petits espaces, équipements techniques, rangements et lieux de conservation. Nous avons rapidement vu que pour le moment, on se satisfait de petits espaces qui obligent les maraîchers à faire des allers-retours qui sont quand même des déplacements et pertes de temps. Et donc, des petits locaux ou un local plus important en termes d'équipement maraîcher serait vraiment très, très intéressant sur le champ. Et aussi un local pour amener un toit aux différentes activités pédagogiques avec les enfants, ou même un peu plus ambitieux de faire une maison de quartier comme on fait dans les contrats de quartier. Et notamment, on a dernièrement développé plusieurs maisons de quartier à Forêt dans les contrats de quartier, les 2 derniers contrats de quartier de Forêt, qui sont des lieux à la fois d'équipement au rez-de-chaussée et en même temps qui permettent la construction de 2-3 étages de logements. Donc, cette typologie de projets mixtes dans le quartier est véritablement ce qui serait idéal sur le site, puisque voilà, on a quand même besoin d'un équipement directement en lien avec le maraîchage. Et donc, nous proposons dans ce cadre-là d'imaginer d'avoir un espace d'environ 400 mètres carrés au sol et qui permettent de mettre en étage une douzaine ou une quinzaine de logements. Voilà, c'est une base de réflexion pour avoir, je dirais, la meilleure fonctionnalité au champ d'écailles et compléter le projet de logement. Voilà, donc la symbiose, elle s'opère aussi à travers la régénérescence des venelles, qui est une des grandes figures du paysage de la cité-jardin.
avec tout son potentiel de biodiversité et de nourricier, et qui permet aussi d'établir, je dirais, les contacts, les relations, les cheminements et la vitalité, l'animation du quartier, et d'avoir des espaces collectifs reliés par ces venelles. Voilà, donc j'ai brièvement évoqué les convergences des hypothèses, donc qui permet de maintenir et de développer le service agricole nourricier, qui permet alors, qui est une réponse aussi pour intégrer les nouvelles familles qui arrivent dans la cité-jardin, qui permet de développer les différents pôles de la ferme du Champ d'Écailles, sans amputer une partie qui serait le pâturage, et de confirmer la vocation d'agora, de place publique du Champ d'Écailles. Et cela demande de refaire une nouvelle convention avec le logis Floréal, puisque pour le moment, c'est une occupation temporaire. Alors, dans toutes les actions qui se développent avec la ferme du Champ d'Écailles, il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites en partenariat avec les habitants du quartier, même s'ils ne sont pas ceux qui sont les mangeurs du champ, mais qui sont les gens qui viennent aux activités, fêtes de quartier, etc. Et notamment, l'idée a été mise en expérimentation de recréer un marché alimentaire sur le square des Archiducs, où viendrait une série de magasins qui ne sont pas habituellement à Boitsfort, mais plutôt les marchands que l'on trouve sur le marché à Molenbeek ou à Schaerbeek, et qui amènent des produits différents dans le quartier. Alors, dans les convergences, la page suivante. Voilà, l'idée, c'est de développer sur le champ des petits compléments d'équipement, et notamment une halle, par exemple, pour pouvoir avoir une visibilité de revente des produits, et de renforcer aussi l'axe commercial de l'avenue des Archiducs, qui est derrière le champ et qui compte une série de magasins, disons, d'une assez faible vitalité, qui pourrait développer plus de liens avec la production du champ. Il faut dire aussi que les citoyens du jardin collectif ont développé une épicerie sociale, et ils se sont installés dans un local que la CISP leur a prêté au pied du fer à cheval, et qui permet d'avoir un certain nombre de denrées qui ne sont pas les denrées fraîches produites par le champ, mais qui sont toute une série de produits de conservation, et qui sont donc de qualité fair trade ou durable, de manière à pouvoir avoir à peu près toutes les denrées dans le quartier. La dernière page, voilà, donc pour cette symbiose agriculture urbaine logement, l'idéal aussi est de travailler le séquencement dans la construction de logement, de créer un travail par priorité, selon les priorités et les nécessités de la construction pour le logis Floréal, de travailler d'abord sur la rénovation des logements vides, ensuite de faire une densification légère du quartier avec la surélévation des blocs Egerix, qui permet de faire environ 36 logements, puis de construire les différents sites qui ont été identifiés par les CISP sur les abords de la cité-jardin, pour délester les 70 logements, et puis enfin de construire un bâtiment mixte sur le site Champ d'Écailles.
Et donc, de ne pas se précipiter pour travailler d'abord sur la construction neuve, mais aussi de travailler dans une bonne entente de complémentarité entre les administrations. Donc, l'aménagement que nous proposons, c'est de mener une réflexion transversale, systémique, qui ouvre toutes les fonctions d'un quartier de manière à faire un quartier équipé, durable, et de travailler en bonne entente avec les publics et les acteurs de manière coordonnée. Voilà, dans l'ensemble de ces deux cas de figure, on peut retirer une série de questions qui nous amènent à indiquer quelques facteurs de réussite de ces opérations. Alors, dans un premier temps, il nous semble que de faire un projet d'agriculture urbaine nécessite tout d'abord de penser aux acteurs et à ceux qui vont être opérationnels. Parce qu'il n'est pas intéressant de décréter un projet d'agriculture urbaine si on n'a pas de porteurs. Donc, identifier les porteurs ou bien partir de porteurs déjà motivés nous semble véritablement indispensable et la clé du succès. À partir du moment où on a des porteurs motivés, on peut, dans le projet, imaginer de préciser à la fois l'espace dédié et la typologie agricole ou nourricière plus largement, avec une concertation avec les porteurs, concertation avec les acteurs publics, et aussi de vérifier quel est le public cible auquel on s'adresse. Alors, évidemment, ces projets, on sait bien qu'ils sont évolutifs et donc il faut imaginer aussi, dès le départ, des évolutions possibles du projet, modification de statut, par exemple, certains projets partent du citoyen et deviennent professionnels, ou bien des possibilités ou non d'extension ou de diversification du projet agricole, par exemple, un projet qui peut être complété par la transformation, la vente ou la production indoor. Il faut aussi implanter le bâti avec parcimonie et notamment il faut vérifier dans le ratio densité la hauteur des constructions avec l'ombrage qu'elle peut apporter aux zones cultivables et l'autre aspect qui est la visibilité du projet d'agriculture depuis la rue parce qu'il n'est pas, je dirais, intéressant d'enfermer les projets. Si on veut toucher un public de quartier, il faut que les projets d'agriculture, que les zones cultivées restent visibles et soient connues du public par simple parcours dans l'espace public. Enfin, il faut prévoir dans le projet des accès différenciés et notamment un accès d'une assez bonne largeur pour pouvoir faire passer un petit véhicule depuis la rue, puisque de temps en temps, il faut quand même amener soit des outils, des machines-outils, ou bien des intrants terre, etc. Alors, un des autres enseignements, c'est qu'il faut clarifier les limites du site. Un site qui est collectif ou semi-collectif, privé, sur lesquels on peut se servir ou ne pas se servir, demande à penser ouverture et fermeture, même si c'est une information symbolique qui est intuitive et qui n'est pas une barrière, je dirais, physique, bien entendu. Et enfin, l'information, les panneaux d'accueil sont toujours très précieux pour intégrer un projet dans un quartier. Enfin, en cas d'agriculture urbaine préexistante à la construction, si on veut implanter des bâtiments sur un site qui est produit,
il faut penser donc à des chantiers doux avec un impact limité et maîtrisé au niveau du bruit, de la poussière, récupérer autant que possible les terres fertiles de sol et réduire la perturbation en profondeur des sols, ce qui n'est pas du tout évident aujourd'hui vu que les chantiers sont de plus en plus intrusifs et de plus en plus mécanisés. Enfin, voilà, on reviendra jamais assez sur le fait qu'il faut des collaborations intersectorielles pour faire un bon projet d'agriculture urbaine. Il faut travailler avec les différents acteurs qui ont les savoirs. Voilà, c'est un petit tour. J'étais moins longue que M. Jacqueline. C'est un petit tour de la question et je suis prête à répondre aux questions. Je vous remercie. Merci Marie. Alors, on a perdu quelques personnes en chemin, mais qu'il est midi 25 presque. Oui. Je vois qu'il y a encore des personnes de la Régie foncière de Bruxelles et de Urban qui ont peut-être des questions, réactions par rapport à ces échanges. Massimo, Xavier, Olivier, Nicolas. Vous aussi, n'hésitez pas si vous avez des réactions, questions par rapport à ces aspects de logement. Je vois que Xavier dit au revoir et merci. Mais il n'y a peut-être pas de questions.